Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois beaucoup de caméras éteintes, donc du coup, je ne vois pas beaucoup de visages. Mais je sais que vous êtes là, enfin, je vois les noms en tout cas, même si je ne vois pas les visages. Donc bonjour à tous, à toutes. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous mensuel juridique. On va traiter aujourd'hui, comme on l'avait annoncé, d'un sujet technique, mais aussi politique important, qui est la question des demandes de prolongation, enfin plus exactement de la nouvelle échéance de fin de pass IAE pour tous les passes qui ont été prolongés l'année dernière. Donc on va traiter ce sujet qui avait déjà été traité en 2023. Donc vous allez voir qu'on reprend un petit peu une partie de la présentation qui avait été faite à l'été 2023. Euh, le but, c'était vraiment d'essayer d'avoir aujourd'hui, bon, d'abord de vous faire un rappel de la situation, de rappeler la réglementation, le protocole qui a été mis en place avec les services de l'État, avec France Travail, avec la plateforme de l'inclusion, et puis bah, surtout d'avoir déjà des remontées de votre part sur la façon dont ça se déroule. Côté AI, comment se passent aujourd'hui les demandes de prolongation? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Voilà, qu'on en discute librement, puisque nous sommes donc le 14 novembre. Il nous reste donc, enfin, il vous reste 2 semaines pour boucler toutes les demandes. On n'est pas du tout encore au bout de la montagne de passes IAE qui viennent à échéance, on va le voir. Et donc le but de cette réunion 2 semaines avant, c'était bah, de pointer les difficultés s'il y en a pour qu'on ait le temps, nous, d'intervenir, notamment auprès de France Travail, et puis surtout d'apporter des réponses à vos questionnements. Voilà. Je vois que la présentation a été mise à l'écran. J'imagine donc que Lorraine est là. Je suis dans la place. Bonjour à tous. Bonjour Lorraine, mais je te vois pas par contre. Ah bah voilà, c'est mieux. Personne n'a la caméra allumée ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Personne ne veut se montrer. Bien, bah écoutez, merci. On a décidé d'enregistrer cette session qui sera du coup mise en ligne pour que vous puissiez éventuellement la visionner ou la revisionner ou la faire visionner à vos équipes. Donc voilà, comme de coutume, on vous a demandé de bien vouloir couper vos micros. Pensez bien du coup, si vous avez une question, à lever la main comme ça, en ayant la petite icône jaune qui s'affiche. Ça nous permettra du coup de voir les questions qui sont posées. Si des personnes ont des problèmes de micro ou de caméra, ben, vous pouvez évidemment poser vos questions dans la conversation, dans le chat, et on les traitera également. Voilà. Ben, je vous propose qu'on commence donc. Alors, je vais peut-être prendre le début de la présentation. Du coup, Lorraine, c'est toi qui as la main pour faire tourner les slides. Merci. je suis Donc, ton assistante ce matin. oui, c'est bien, on fait les choses à front renversé. La prolongation du pass IAE, donc comme je le disais, c'est un sujet qu'on a déjà traité l'année dernière. Pour rappel, la réglementation issue de la réforme de 2020 qui avait créé les pass IAE, qui les avait imposés à toutes les structures, permet d'obtenir des prolongations de ces passes. Donc ces prolongations, elles sont possibles si la situation d'un salarié le nécessite, sous certaines conditions. Donc, ce n'est pas une prolongation automatique, mais si le besoin de parcours le justifie et sous la réserve d'un certain nombre de conditions qui sont prévues par les textes et qu'on va rappeler, il est donc possible de prolonger les passes au-delà de 24 mois. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, puisque vous vous souvenez qu'on avait donc importé massivement ces passes en 2021 à partir de tous les profils qui figuraient dans l'ASP. Un certain nombre de ces profils n'étaient plus actifs, donc ont disparu à la fin novembre 2023, mais beaucoup de personnes qui étaient en AI depuis plusieurs années et dont on va un petit peu définir les profils. Alors, il n'y a pas un profil type, mais il y a plusieurs types de profils, avaient besoin de rester plus que 24 mois dans la structure et donc à novembre 2023, elles ont été renouvelées. On arrive donc aujourd'hui donc avec ces profils qui étaient 11 000 l'année dernière, avec à nouveau un pic qui apparaît de l'ordre de 5 000 passes à la fin novembre.
Je rappelle à travers ce lien que vous pouvez consulter, et on pourra le faire dans le cadre des questions, on pourra faire une petite démonstration en direct. Je prendrai la main dans ce cas-là pour pouvoir le projeter. Le pilotage de l'inclusion vous permet de suivre spécifiquement les demandes de prolongation, et ce, avec un échelon de filtre qui descend jusqu'à l'échelon du département. Alors, ça ne descend pas au niveau de l'AI. En revanche, vous pouvez interroger vos demandes au niveau de votre AI, mais nous, par exemple, au niveau de l'UNAI national, des UNAI régionales, ou dans les différents départements, on a la possibilité de suivre de manière consolidée les demandes de prolongation, et y compris avec un filtre temporel. Donc ça permet, par exemple, si on veut nettoyer le fichier de toutes les demandes de prolongation de l'année dernière, te faire démarrer, par exemple, la demande au 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, et là, on voit assez clairement les demandes qui sont en cours. Je vous proposerai tout à l'heure qu'on fasse une petite démonstration. Donc, qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on va sur la plateforme de l'inclusion? Ben, on voit bien qu'il y a d'ores et déjà 2 pics. Alors, c'est un peu petit, j'espère que vous le voyez bien, mais donc on a effectivement sur la fin novembre 2024 ben, le pic qui est la reconduction des passes qui ont été prolongées d'1 an. On a aujourd'hui aux alentours de 5000 passes qui viennent à échéance. Et vous voyez qu'on a déjà un nouveau pic qui est en train de se reformer. Alors, il existait déjà puisque certains passes ont été prolongés pour 2 ans. Et donc, on avait un certain nombre de passes qui étaient déjà à la fin novembre 2025. Mais là, cette colonne est en train de monter et puis elle va, ben, je dirais, monter en même temps que celle-ci va descendre, puisque la plupart des passes vont être prolongées pour 1 an. Donc, en fait, on voit bien qu'on est dans un système récurrent pour un nombre de personnes qui se réduit d'année en année. Mais là, aujourd'hui, on est quand même sur un volume de l'ordre de 7000 personnes qui semble assez stable depuis plusieurs mois. Et donc, la question qui va se poser, enfin qui se pose d'ores et déjà, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette situation pour éviter qu'elle ne se reproduise de manière permanente, année après année. Voilà. On y reviendra par la suite. Je vais passer maintenant la main à Lorraine pour qu'elle nous rappelle les conditions juridiques, les textes d'application régissent la mise en œuvre de ces demandes de prolongation. Et pour commencer, la question qui convient de se poser est celle de savoir quels sont les acteurs qui sont justement autorisés à valider cette prolongation. Et donc, depuis la réforme de 2020, il y a 2 acteurs, enfin, en tout cas, les AI, les associations intermédiaires, mais qui le peuvent dans des cas extrêmement limités. On le verra, dans 2 cas précis exactement. L'acteur aussi, les acteurs qui sont autorisés à valider la prolongation, ça va être les prescripteurs habilités pour toutes les autres situations. Donc, en définitive, on a de l'autoprescription et ensuite, on doit recourir à différents prescripteurs, comme le PLI, etc., etc., tous les France Travail, enfin, tous ceux avec lesquels vous travaillez au quotidien. La procédure de prolongation de ce parcours est réalisée en ligne sur la plateforme de l'inclusion via le profil du salarié sur les emplois de l'inclusion. Donc, on vous a remis le lien pour accéder, mais vous connaissez tous désormais cette plateforme. Excusez-moi, on m'appelle. Pardonnez-moi. Donc, je disais, par rapport à l'autoprescription, donc la possibilité pour une AI de prolonger le pass IAE, elle ne pourra se faire que dans 2 cas très précis. Le premier cas, ça va être celui du recours au CDI inclusion. Vous savez, le fameux CDI qui est conclu pour les personnes âgées de plus de 57 ans qui rencontreraient des difficultés sociales et professionnelles particulières, et la possibilité jusqu'à la rupture de ce contrat, donc de prolonger le pass. On vous a mis une petite note en bas de la slide, puisque comme vous le savez, on a de cesse de vous le dire, mais c'est vrai que cette question du CDI inclusion n'est à date malheureusement pas tranchée, même si effectivement on a des échanges réguliers. Christophe pourra vous en dire un mot, mais il échange régulièrement avec la DGEFP, etc., pour justement avoir des éclairages sur la fameuse question de la durée du travail, qui n'est pour l'heure pas tranchée. Donc on ne sait toujours pas si effectivement on doit préciser une durée de travail fixe ou non. Donc c'est vrai que pour l'instant, on recommande à vos structures de ne pas s'engager
dans le cadre du CDI inclusion. Alors, à mon sens, en tout cas, moi, juridiquement, si vous ne souhaitez prendre aucun risque par rapport au recours de ce contrat, c'est de prévoir une durée de travail. Sauf que à partir du moment où on prévoit une durée du travail, ça veut dire que si jamais on n'a pas suffisamment de missions à délivrer aux salariés, eh bien, on s'est engagé contractuellement à hauteur d'une certaine durée. Donc, ça suppose pour la structure de devoir rémunérer le salarié à hauteur de la durée prévue contractuellement. Donc, c'est cet écueil juridique-là. À partir du moment où vous le faites, il n'y a pas de problème, mais si ce n'est que de devoir rémunérer le salarié alors même que vous n'avez pas suffisamment de travail à lui proposer. Et le deuxième cas, donc en dehors du CDI inclusion, l'AI va pouvoir autoriser une prolongation du pass IAE. C'est dans le cas où on emploie une personne qui doit achever une action de formation professionnelle. Donc, c'est une formation qui est en cours de réalisation, raison pour laquelle on va prolonger le pass IAE jusqu'à la fin de la formation. Donc, ça, c'est l'autre cas. Donc, en définitive, l'autoprescription ne s'appliquera que dans le cadre d'un CDI inclusion ou dans le cadre d'une formation. Ces deux cas, c'est des cas qui sont limitativement énumérés par la loi, donc on ne peut pas prolonger pour un autre cas. D'où l'intérêt de se rapprocher d'autres prescripteurs qui, eux, vont pouvoir prolonger le pass IAE dans des cas beaucoup plus élargis. Le premier cas, ça va être, et c'est le texte, hein, vous voyez, on a un nouveau texte qui résulte de la réforme et qui nous dit clairement, petit a, lorsque le salarié âgé de 50 ans pardon, et plus rencontre des difficultés particulières, et on va pouvoir le prolonger dans une limite de 24 mois, de 84 mois, pardon. Deuxième cas, donc c'est le petit b, c'est lorsque la personne est reconnue travailleur handicapé, qui rencontre là aussi des difficultés et dans la limite non plus de 84 mois, mais de 60 mois. Et à titre exceptionnel, et c'est ce cas un peu fourre-tout, puisque en fait le prescripteur, sur la base d'un diagnostic, va juger de la possibilité pour ce salarié d'être reconduit dans le cadre du PASS IAE ou pas, notamment lorsqu'il va rencontrer des difficultés particulièrement importantes, dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle. Et là, on peut obtenir par décision successive d'un an ou plus, et dans une limite de 60 mois, la possibilité donc d'avoir des prolongations de PASS IAE. Donc, je vous ai résumé dans la slide qui suit ces trois cas, voilà, de manière synthétique, les trois cas. Et ensuite, sur la procédure, alors, ce qui est un peu regrettable d'ailleurs, à mon sens, qu'il n'y ait pas plus de précision sur la façon dont le prescripteur accorde ou non cette prolongation. On nous dit juste en fait que effectivement le prescripteur va via un diagnostic va pouvoir juger de la prolongation ou pas du pass. Il a 30 jours pour donner sa réponse. Il va pouvoir s'entretenir avec le salarié, bien évidemment. Et ensuite, il confirme la prolongation et la durée accordée sur la plateforme. Et si jamais il n'accorde pas, donc s'il y a un refus, il doit le motiver. Mais souvent en pratique et certaines remontées d'AI nous laissent à penser que certains prescripteurs clairement font du zèle sur cette question-là. Donc, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs prescripteurs, parce que s'il y en a l'un d'entre eux qui refuse, eh bien, vous allez pouvoir, en tant qu'AI, solliciter un autre prescripteur, et c'est clairement prévu, donc avec cette nouvelle réforme. Et ensuite, donc en cas de validation, bien évidemment, le pass est prolongé pour une durée déterminée, et le prescripteur aura dans ce cas-là indiqué la durée. Voilà, pour ce qui est de la procédure, sachant que je ne sais pas si vous avez si vous y êtes déjà reporté, mais il existe un guide en fait qui est à disposition de l'ensemble des prescripteurs. Donc ça peut être intéressant pour vous aussi en tant qu'AI de pouvoir vous y reporter. Un guide justement sur toutes les prolongations de PASS IAE et qui est délivré à tous les prescripteurs. Donc on voit un peu la façon dont le prescripteur peut prolonger ou pas et dans quelles conditions. Donc ça peut être intéressant de vous y reporter lorsque vous avez des difficultés. Voilà, Merci. sur la partie juridique.
Merci Lorraine. Je vais poursuivre donc pour vous expliquer un petit peu ce sur quoi l'UNAI travaille. Donc vous avez bien compris que ce qui a été mis en œuvre cette année, c'est exactement la prolongation et la répétition de ce qui s'était fait l'année dernière. L'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse de la DGEFP, de France Travail, de la plateforme de l'inclusion, ont reçu des instructions de bienveillance à l'égard des demandes. Donc, comme c'était le cas l'année dernière, la tonalité et l'orientation qui est demandée, c'est a priori d'aller vers l'acceptation la plus large possible des demandes de prolongation. Ça ne veut pas dire donc que ça exclut de demander les justifications à travers notamment le diagnostic, le bilan qui doit être joint. Donc vous devez faire comme vous l'avez déjà fait l'année dernière, donc on ne va pas s'étendre sur la procédure. Si des personnes avaient des demandes spécifiques, vous verrez qu'à la fin de la présentation, on a remis exactement le pas à pas qu'on avait élaboré l'année dernière sur comment vous connecter, comment faire l'ensemble des différentes demandes. Mais l'idée, donc, c'est vraiment de reproduire à l'identique le processus de l'année dernière avec toujours cette espèce de bienveillance a priori et la demande examinée dans un délai assez rapide puisque voilà, on a vu ce délai de 30 jours. On a pour l'instant des retours qui sont plutôt positifs. Bon, comme vous le voyez sur le diagramme qu'on a présenté précédemment, on a déjà plusieurs milliers de passes qui ont été renouvelées pour le mois de novembre 2025. Donc, globalement, les demandes, dans la plupart des cas, se passent bien. Il est possible qu'il y ait des agences de France Travail ou même des personnes avec lesquelles c'est plus compliqué. On verra au cas par cas dans la discussion ces différentes situations. Alors je vois qu'il y a une main levée, je veux bien passer la parole, mais sinon je termine la petite présentation qu'on avait pour vous expliquer un petit peu ce que l'UNAI demande aujourd'hui. Mais donc Christelle a levé la main, vous vouliez poser une question? Oui, oui, je veux bien que tu termines, hein, il y a pas d'urgence, c'était juste par rapport aux demandes de prolongation. Euh, Dans le cas de non-réponse dans le délai imparti par France Travail ou autre prescripteur, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que Alors le il y pass a est pas. considéré comme prolongé? Non, 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 il n'y a pas de prolongation automatique. Donc, sur des demandes qui traîneraient et notamment qui auraient dépassé déjà, c'est pour ça qu'on vous avait dit dès le mois de septembre d'enclencher le plus rapidement possible les demandes, de manière à ce que justement ce délai d'un mois puisse être observé. Parce qu'évidemment, la demande que vous allez faire aujourd'hui, par définition, d'ici la fin novembre, elle n'aura jamais un mois Oui, oui, mais d'antériorité. Donc, en cas de les demande bien en demandes. amont, évidemment, hein, Voilà, pas les une demandes qui dernière n'ont minute. pas été résolues dans le délai imparti, vous pouvez nous les faire remonter. On a, comme on l'avait déjà l'année dernière, les coordonnées des correspondants régionaux de France Travail, des correspondants IAE. Donc, nous vous communiquerons les correspondants IAE régionaux. Vous pouvez leur transmettre ces difficultés en étant évidemment le plus précis possible avec le numéro de passe concerné, le nom de la personne, le nom de l'agence concernée et les correspondants et bien entendu nous mettre en copie pour qu'on soit au courant de ces saisines. Et ces correspondants sont chargés ensuite, eux, de rappeler les agences et de voir avec elles les raisons pour lesquelles les dossiers n'ont pas été traités. En tout état de cause, l'engagement qui a été pris comme l'année dernière, c'était de ne pas laisser les personnes au bord du chemin. Donc si jamais on avait des demandes qui n'avaient pas été traitées à l'issue de la période de prolongation, vous pourrez continuer à les faire travailler dans l'attente de la régularisation par France Travail. En tout cas, c'est comme ça que nous l'interprétons, puisque si on ne veut laisser personne au bord du chemin, il n'est pas question que des personnes, effectivement, se retrouvent comme ça en situation d'attente et du coup se voient privés de leur contrat. Donc il n'est pas question d'interrompre les contrats uniquement parce que France Travail n'aurait pas, dans les délais impartis, pris une décision. Et comme l'a dit Lorraine, c'est très important, une décision n'est pas une décision définitive. D'abord, vous pouvez bien entendu en faire appel, donc contester auprès de l'Agence de France Travail, dire on n'est pas d'accord, cette personne a vraiment besoin de travailler pour telle et telle raison, comme on l'a expliqué dans le diagnostic. Enfin, vous pouvez revenir donc auprès d'eux par mail.
Et en même temps, en parallèle, vous pouvez également demander une prolongation à un autre prescripteur. Ce n'est pas parce que France Travail, une agence, aurait refusé la prolongation que ça bloque cette demande. Vous pouvez consulter un autre prescripteur, donc ça peut être une mission locale, ça peut être également un CCAS, les services sociaux du département. Enfin, vous connaissez la liste des prescripteurs, même si ce n'est pas les plus fréquents. Aujourd'hui, à nouveau, 90% des demandes, je pourrais vous le montrer tout à l'heure, qui ont été traitées par France Travail. On voit une montée assez importante des CCAS, et c'est plutôt nouveau par rapport à l'année dernière, donc qui représente pas loin de 8 à 10%. Et puis après, bon, par contre, effectivement, je dirais, c'est tout à fait marginal pour les autres prescripteurs. Mais donc les CCAS, effectivement, commencent un petit peu à se saisir, dans le cadre, je pense, des relations que vous avez avec eux, de ces demandes de prolongation. Merci Christophe. Voilà. Je vais donc prolonger sur le plaidoyer de l'UNAI. Comme vous l'avez vu, donc cette situation tend aujourd'hui à aller vers une forme de pérennité. Et donc, on a en fait une situation duale. Si on peut passer à la slide suivante. Merci Lorraine. On a donc un décret d'application de la réforme de 2020 qui conditionne l'embauche en SIAE, et pas uniquement en AI, hein, en SIAE, avec l'obtention d'un pass IAE. Et donc clairement, dans le cadre des associations intermédiaires, c'est une obligation. On ne peut pas aujourd'hui faire de mise à disposition, alors que, comme on l'explique, ce n'était pas du tout l'objet de la réforme. Il n'a pas du tout été évoqué dans le cadre des débats parlementaires de 2020, ni dans le texte de loi lui-même, le fait que les AI auraient une exclusivité de public qui serait uniquement des personnes sous pass IAE. Ça, c'est une déclinaison qui en a été faite par la DGFP de manière abusive et qui s'est installée au fil du temps. D'ailleurs, au début, il y a eu quelques allers-retours, hein, si vous vous souvenez, les épisodes des questions-réponses qui ont été modifiés. Et d'ailleurs, dans un premier temps, on avait dit vous pouvez faire travailler des personnes sans pass IAE, puisque, comme on le rappelle, le texte de loi dit que le but, c'est d'embaucher des personnes sans emploi avec des difficultés sociales. Ça ne veut pas dire des personnes qui sont sous pass IAE. Alors, évidemment, celles sous pass IAE remplissent ces conditions, mais il y a des personnes qui remplissent cette condition qui ne sont pas forcément titulaires d'un pass IAE. Et donc, aujourd'hui, tout notre plaidoyer vise justement à revenir à l'esprit du texte et à l'esprit de la loi qui était voulue par les parlementaires. Nous avons donc fait une proposition à la DGFP avec les autres réseaux. Hein. C'est un plaidoyer commun que nous menons avec nos collègues du CORAS et de la FAS. On a donc mis en évidence, comme je le disais, le fait que la loi de 2020 ne prévoyait pas une exclusivité de public pour les AI. Et nous demandons donc un assouplissement de cette loi par le biais d'un nouveau décret qui serait pris et qui permettrait de réécrire l'article R 5132-19, donc c'est le décret d'application de la loi de 2020. Quand il y a écrit R, ça veut dire que c'est du réglementaire, donc c'est du décret. S'il y avait écrit L, c'est un article législatif. Donc on voit bien que, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un texte voté par les parlementaires, mais qu'il s'agit bien d'une mesure qui a été prise en application de ce texte par le gouvernement. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire cette demande? La première, c'est pour vous redonner une flexibilité que vous avez perdue et dont vous vous plaignez à juste titre depuis 2020. C'est aussi pour simplifier clairement les procédures. Aujourd'hui, je ne vais pas apprendre aux AI qui sont présentes que ça a entraîné un surcroît de travail administratif. Les demandes de passe, les demandes de prolongation de passe, etc., sont des formalités qui prennent du temps et qui, pour un certain nombre de personnes, ne sont pas justifiées. Pourquoi? Parce que c'est le point 2. L'idée, c'est de répondre à des situations individuelles de personnes qui, pour des tas de raisons individuelles, doivent rester plus de 24 mois en AI. L'idée du parcours de 24 mois n'est pas pertinent pour ces personnes parce qu'en fait, leur problème, c'est pas tellement l'éloignement à l'emploi, c'est pas des personnes qui ont des problèmes, par exemple, de maîtrise du français ou qui ont des problèmes de retour au monde du travail, c'est souvent des problèmes de disponibilité personnelle.
les AI le savent bien, les mères ou les pères aussi, mais c'est essentiellement des mères célibataires qui ont charge de famille, qui doivent s'occuper de leurs enfants, sont très contraints et du coup bah, n'ont pas la disponibilité pour prendre un emploi classique. C'est la même chose pour des personnes qui sont aidants familiaux, qui doivent s'occuper de proches, de membres de leur famille, des personnes qui ont des affections de longue durée, des traitements, etc. Donc il y a toute une multitude de situations individuelles qui ne sont, je ne le redis pas, des questions d'éloignement à l'emploi, mais qui sont des questions de disponibilité. Donc pour tous ces profils individuels pour lesquels les AI avaient été créés il y a plus de 30 ans afin d'apporter une réponse licite et protectrice pour les salariés, nous demandons que les conditions d'embauche soient flexibilisées et qu'il n'y ait plus d'obligation d'avoir un pass IAE. L'autre point, c'est évidemment de pouvoir du coup apporter des réponses à des personnes qui sont en situation de grande précarité. Bon, on cite les étudiants qui sont marginaux, mais il y en a quand même quelques-uns. Les retraités, ça augmente de plus en plus. On a des retraités très pauvres qui sont vraiment dans une situation de grande précarité financière et pour qui les missions de courte durée sont absolument essentielles pour un maintien au-dessus du seuil de pauvreté. C'est la même chose pour les personnes qui ont des contrats à temps partiel très courts. Donc pour toutes ces situations individuelles qui éventuellement ne permettent pas de cocher les deux cases des deux critères secondaires, nous demandons donc que les embauches soient dorénavant possibles. Et globalement, vous voyez bien que l'objectif de cette réforme, à travers ce retour vers une flexibilité, c'est de permettre évidemment de répondre aux besoins d'embauche. Un certain nombre d'AI, on avait tout à l'heure une AI de Bretagne qui s'exprimait, je sais que c'est comme dans beaucoup de départements de la façade atlantique, des régions de quasi plein emploi, puisqu'on est à des taux de chômage qui avoisinent les 5%. Aujourd'hui, la difficulté, c'est effectivement de trouver des candidats. C'est plus tellement de trouver des missions, enfin, ça allait aussi, mais secondairement, la première difficulté, c'est de trouver des candidats. Et donc, le but, c'est de permettre à vos structures de trouver plus de capacité d'embauche de manière à répondre aux demandes de missions qui vous sont transmises. Alors, le texte que nous proposons, nous le mettons dans la slide suivante. Alors, je précise, attention, donc ce n'est pas un texte qui est en cours, hein. Il n'est pas en application, c'est le projet qui a été transmis à la DGEFP. Et donc, vous voyez bien que ce que nous demandons, c'est que par dérogation aux articles du Code du travail qui prévoit donc les embauches sous pass IAE, les associations intermédiaires peuvent embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Donc là, on revient bien sur la définition de ce que c'est que des personnes qui sont embauchées dans le dispositif de l'IAE, non éligibles à un parcours d'insertion. Donc là, on revient bien sur la logique que ces personnes ne sont pas éligibles, ne remplissent pas les critères d'éligibilité, mais elles doivent néanmoins pouvoir être embauchées en vue de les mettre à disposition. Ces embauches ne peuvent représenter plus de 50% des embauches déclarées éligibles. Donc on est sur la moitié des embauches en pass IAE au cours d'une année. Et ce que nous avons proposé, parce qu'on savait que sinon, de toute façon, la mesure n'aurait aucune chance d'être adoptée, c'est que il n'y ait pas d'effet budgétaire, puisque ces embauches ne donneraient pas lieu au paiement de l'aide au poste, comme c'est le cas sur les passes IAE. Donc voilà la proposition qui a été transmise au ministère. Bon, on revient un petit peu sur ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Pouvoir recruter et avoir plus de mise à disposition dans les zones de faible chômage, hein, là où les recrutements aujourd'hui sont complexes. Rappelez quand même aussi que c'est un moyen de maintenir un lien social avec les personnes employées, notamment le suivi médical lié à leur contrat de travail, mais également une forme d'accompagnement, parce que même si l'accompagnement n'est pas un accompagnement aussi approfondi que celui qu'on peut avoir dans le cadre de l'accompagnement socio-professionnel d'un parcours d'insertion, ces personnes seront évidemment accompagnées. Avoir aussi un rééquilibrage en permettant de faire rentrer dans les AI des personnes qui ont des profils un peu différents et peut-être un peu moins en difficulté que celles qu'on a aujourd'hui, notamment les bénéficiaires du RSA qui demandent un travail assez complexe et qui ne sont pas toujours opérationnels pour des missions en mise à disposition. Évidemment,
contribuer à travers les mises à disposition que vous pourrez générer, à maintenir l'équilibre financier de vos structures, lutter contre le travail au noir et, comme je l'ai dit précédemment, tout ceci sans impact pour l'État. Enfin, si, en fait, il y aura un impact positif, puisqu'évidemment, ces personnes que vous faites travailler vont cotiser et verser des contributions sociales, mais sans dépenses budgétaires pour l'État, puisque les aides au poste ne seront pas versées. Alors, la difficulté à laquelle nous heurtons aujourd'hui, c'est que par rapport à cette proposition, donc vous l'avez bien compris, nous pensons qu'une modification réglementaire est suffisante, mais ce n'est pas l'avis de la DGEFP. La DGEFP nous dit non, non, nous, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'il faut passer par le texte de loi, et nous ne sommes pas d'accord. De fait, nous avons déjà acté notre désaccord et notre analyse divergente sur ce sujet. Ça n'est pas sans conséquence parce que avoir une évolution législative, c'est un processus qui n'est pas tout à fait dans le même calendrier que un processus réglementaire. Nous avons donc demandé, nous allons demander un arbitrage au cabinet de la ministre, et donc il y a une réunion qui est en cours de programmation avec le cabinet de la ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panossian. Euh, nous souhaitons donc, avec nos collègues des autres réseaux, que cette flexibilisation passe par un décret en Conseil d'État. Alors que vous l'avez bien compris, si on devait attendre un prochain texte de loi travail qui n'est pas programmé à ce jour, et donc dont l'horizon est non seulement lointain, mais totalement incertain, compte tenu du contexte politique que je n'ai pas besoin de décrire, ça risque de nous renvoyer au calendrier grec. Donc nous ne souhaitons pas attendre, on veut une réponse rapide, et c'est pourquoi nous avons demandé, donc si le ministère a un doute, qu'il interroge le Conseil d'État pour se faire confirmer qu'il est tout à fait licite et normal de prendre un décret pour modifier cette disposition. Donc, une rencontre, comme je vous l'ai dit, est en cours de fixation avec le cabinet de la ministre. Nous avons par ailleurs une date de réunion avec la ministre, qui sera une réunion commune à l'ensemble des réseaux, mais où nous nous exprimerons naturellement, qui est prévue en décembre. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on mette la pression sur le cabinet de la ministre et sur la ministre elle-même pour obtenir cet arbitrage qui ne soulève, enfin, j'ai envie de dire, aucune difficulté, hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de dépenses pour l'État, donc on ne voit pas très bien au nom de quoi Bercy pourrait s'y opposer, alors que ça rapporte plutôt de l'argent. La FEI, qui est dans le domaine de la mise à disposition à travers les ETTI, a dit qu'elle ne voyait non seulement aucun inconvénient, mais qu'elle comprenait qu'elle était favorable à cette évolution de la législation des AI. Donc voilà, il n'y a aucune raison de faire perdurer ce débat. Et donc j'espère qu'on aura la possibilité d'ici quelques semaines de vous apporter des éléments encourageants sur ce sujet. Voilà. J'en ai terminé enfin, nous en avons terminé avec les présentations. Donc, comme je vous l'ai dit, le document à la suite vous remettra l'ensemble des différentes étapes du pas à pas. Et je vous donne tout de suite la parole pour poser des questions. Donc, je vois que Philippe souhaite poser une question, puis je vais regarder dans le chat, parce que pendant que je parlais, j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'interventions. Donc, je vais prendre connaissance éventuellement des questions. Voilà. Philippe, à toi. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous et merci de me laisser la parole. C'était déjà, Christophe, quand vous avez parlé des renouvellements des prolongations des passes, il me semble, sauf erreur, que vous avez parlé d'une durée de 2 ans. Donc, et d'autre part, sur un des premiers schémas, effectivement, on a vu qu'il y avait un pic sur le mois de novembre 2025. Donc, on peut penser qu'effectivement, il y a la possibilité, sur un pass qui est arrivé à terme donc de 2 ans, de demander 2 ans supplémentaires. Or, quand on est on a la possibilité, on est quand même limité qu'à 12 mois. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si la prolongation de passe par un prescripteur, je le disais, c'est par décision successive au plus d'1 an. Donc c'est au plus 1 an, donc c'est maximum
un an. Raison pour laquelle certains prescripteurs, d'ailleurs, ne prolongent que pour certains mois, c'est-à-dire 5 ou 6 mois. C'est pas D'accord, ok. forcément un an. Voilà, la limite est d'un an au plus. Bah, dans la réalité des faits, l'année dernière, il y a eu des prolongations de 2 ans qui ont été accordées, hein. Puisque le système ne les bloquait pas, mais et un certain nombre de prescripteurs ont automatiquement reconduit des prolongations de 2 ans. Bon, la logique, c'est effectivement plutôt de faire des prolongations d'un an, mais vous comprenez bien que, de même on l'a montré, on a déjà un pic qui est en train de se reformer sur le mois de novembre 2025. On va continuer comme ça d'année en année à avoir toujours la même succession de pics. Donc, pour nous, c'est pas une solution. C'est-à-dire que pour ce public bien spécifique, je le redis, qui n'est pas le gros des troupes, ça représente par estimation entre 25 et 30% parfois dans certaines AI des personnes concernées, des personnes employées dans l'AI. Le gros des troupes, c'est des personnes qui, elles, sont en pass IAE classique. Alors, il y a quelques exceptions, des AI qui peuvent en avoir plus parce qu'historiquement, elles en avaient plus. L'idée, c'est bien de justifier que pour ces personnes, il y a réellement une situation particulière, personnelle, qui justifie du fait qu'elles doivent continuer à travailler à travers des contrats de mission. J'ai envie de dire à leur choix et à leur demande, parce qu'elles ne sont pas disponibles. Pour un certain nombre d'entre elles, je pense notamment pour des personnes qui font du service à la personne, on peut se poser la question de les passer sur des contrats en CESU, donc les faire passer auprès du particulier employeur, mais un certain nombre de ces personnes ne veulent pas. Et on peut le comprendre, elles préfèrent continuer à être employées par l'AI, ce qui est, je le redis, leur droit légitime. Je comprends que certaines préfèrent avoir à traiter avec l'AI plutôt qu'à traiter avec les particuliers. C'est parfaitement légitime. Dans l'intérêt du salarié, tout le monde devrait l'entendre. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça soit une situation imposée aux salariés. Et je ne pense pas que ça soit le cas. Donc c'est ça qu'il faut arriver à mettre en évidence. Donc je reviens sur cette logique de bienveillance et de compréhension. On a évidemment, à travers toutes les opérations qu'on a menées l'année dernière, obtenu un certain nombre de rapprochements avec les agences de France Travail. Dans un certain nombre de cas, on a encore des personnes qui sont très éloignées de ce que vous faites, qui ne comprennent pas bien votre action, qui méconnaissent l'action des SIAE, malheureusement. Et donc, c'est un travail, je dirais, qui ne se terminera jamais, de conviction, d'explication, de présentation, pour que les partenaires se connaissent mieux. Donc, on fait, nous, notre part de travail au niveau, au niveau national. Je vais participer prochainement à une réunion qui va être organisée par la Direction générale de Pôle emploi avec l'ensemble des agences dans une forme de webinaire pour présenter l'IAE avec mes collègues qui présenteront les chantiers d'insertion, d'autres qui présenteront les ETTI. L'idée, voilà, c'est de mieux leur faire comprendre, de lever les préjugés qui existent parfois par rapport aux contrats de mission que pratiquent les AI, et bien rappeler et faire comprendre, voilà, que ça correspond à des situations individuelles. Est-ce Oui, qu'il Christophe. y a Oui, pardon. d'autres... Oui, Ah, Christophe. oui, Philippe, je Excusez-moi. t'écoute. Oui, j'avais une deuxième question, effectivement, pardon. J'en profite. C'était concernant les CDI inclusion. Donc, c'est vrai on est toujours au même niveau, hein, c'est-à-dire un contrat qui est finalement au minimum de 24 heures par semaine. Est-ce que, je dirais, dans le cadre des contrats de droit commun, c'est-à-dire des contrats donc normaux, il y a la possibilité, effectivement, à la demande des salariés, de faire moins de 24 heures en produisant donc un courrier. Est-ce que ça serait le cas dans le cadre du CDI inclusion? C'est-à-dire, un salarié nous dit, oui, je suis intéressé par votre CDI, mais voilà, je voudrais que ce soit moins de 24 heures. Absolument. Oui, Absolument. Un grand oui. Voilà. Et d'accord. Lorraine et moi, nous hochons la tête. L'obligation de 24 heures ne s'applique pas aux associations intermédiaires. Vous avez la possibilité de faire des contrats à temps partiel inférieurs à 24 heures. En revanche, donc c'est pas ça, c'est pas vraiment ça la contrainte. La contrainte, c'est que vous vous engagez sur deux choses. Vous vous Voilà. engagez d'une part sur une obligation de payer la personne, quelle que soit son activité sur la durée de travail retenue. Donc si c'est par exemple, imaginons 14 heures, si la personne, pour une raison X ou Y, n'effectue pas ces heures, notamment parce que par exemple le donneur d'ordre interrompt la mission, que le contrat disparaît,
vous devez continuer à payer cette personne 14 heures. Voilà. Et donc, si vous ne lui trouvez pas les missions en face, c'est de la dépense nette de la poche de l'AI. C'est pour ça que nous avons conseillé plutôt de ne pas entrer dans cette logique, qui est une logique qui est quand même expose les AI à une obligation de règlement de salaire fixe, alors qu'en face, on a toujours une variable qui est la demande du client. Ça, c'est la première chose. Et puis, Lorraine peut peut-être compléter, c'est aussi tous les autres aspects liés au CDI lui-même, qui n'est pas non plus n'importe quel contrat, hein. Le contrat à durée indéterminée entraîne une série d'obligations pour l'employeur, de droits pour le salarié. Donc, c'est vrai que c'est une amélioration, mais c'est une contrainte aussi qui peut peser sur votre structure, dont il faut pleinement avoir conscience. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement qu'il faut en avoir conscience. Ce n'est pas la même chose que de continuer avec un CDDU. Voilà. Lorraine, tu peux peut-être préciser un peu sur le CDI, juste pour rappeler. Ouais, je vais apporter quelques éléments complémentaires. En fait, si on considère aujourd'hui que le CDI inclusion est en définitive un contrat de droit commun, c'est-à-dire que on est vraiment aujourd'hui les AI ont recours au CDDU, donc au contrat à durée déterminée d'usage, mais qui répond lui à un régime juridique très dérogatoire puisqu'effectivement, on ne prévoit pas de durée du travail. Ça, vous le savez. En revanche, le CDI inclusion, tel qu'il résulte de la réforme, ne donne pas. C'est là tout l'enjeu, c'est de savoir si oui ou non, comme le CDDU, en fait, s'inscrit dans un régime juridique dérogatoire. Donc, est-ce qu'on doit prévoir une durée du travail ou non? Donc, certains réseaux de l'IAE prônent la sécurité en disant, mais il faut prévoir une durée du travail au moins forfaitaire, etc. Sauf que si on prévoit une durée du travail, même si ce n'est de 18 heures, parce qu'effectivement, le salarié, en tout cas le parcours, les difficultés sociales et professionnelles du salarié peuvent justifier une durée du travail inférieure à 24 heures, ce qui est parfaitement le cas. Pour autant, on fixe une durée du travail dans le contrat. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on embauche le salarié à hauteur de 18 heures. Donc, Christophe le disait, le premier point, c'est de se dire que, quoi qu'il arrive, on devra le rémunérer à hauteur de 18 heures. Mais surtout, ce que ça pose comme problème juridiquement, c'est qu'à partir du moment où on fixe une durée du travail, qui est donc pas à temps complet, mais à temps partiel, c'est 18 heures, ça veut dire que toutes les heures qui seraient effectuées au-delà de 18 heures sont des heures complémentaires. Et ce sont donc des heures majorées. Donc, on a une durée du travail qui est prévue dans le contrat. Donc, ça veut dire que toutes les heures au-dessus sont des heures complémentaires et doivent être rémunérées. Et à partir du moment où on rentre dans le cadre d'un travail à temps partiel, on doit respecter un ensemble de conditions, puisque comme on le sait, en droit français, le CDI à temps partiel, il y a des mentions obligatoires. Donc, ça veut dire que même en prévoyant une durée, par exemple, de 18 heures par semaine dans le contrat, cela suppose aussi d'indiquer la répartition des heures entre les jours de la semaine. Voilà, moi, c'est pour ça que juridiquement, c'est hyper contraignant. Ça veut dire qu'effectivement, si le CDI inclusion obéit à cette logique-là, on doit prévoir une durée du travail, que toutes les heures au-delà de la durée du travail sont des heures complémentaires, donc doivent être majorées. On doit prévoir, respecter l'ensemble des mentions obligatoires. Et si ça, on ne le fait pas, juridiquement, le risque, c'est que le salarié conteste, saisisse le conseil de prud'homme et demande une requalification à temps complet de son contrat. Voilà. Voilà. Donc, Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une requalification à temps complet? Ça veut dire que le salarié, il va contester, il va dire sur les 3 dernières années, parce que c'est une rappel de salaire, donc la prescription, c'est 3 ans, c'est une prescription de nature salariale, il va vous dire, en fait, moi, je réclame le solde, c'est-à-dire le 35 heures moins 18 heures, voilà, et sur 3 ans, chaque semaine. Voilà le risque. Le risque aujourd'hui, à partir du moment où on ne respecte pas les mentions du contrat à temps partiel. Et pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour ça qu'on attend une position claire. En tout cas, moi, mon interprétation juridique était de dire que le CDI inclusion s'inscrivait dans le cadre d'un régime juridique dérogatoire parce que vous êtes en tant qu'AI une spécificité. Voilà. Et c'est ce qui permet de ne pas s'inscrire dans le droit commun. Mais à partir du moment où on choisit de s'inscrire dans le droit commun, ça veut dire qu'on doit respecter l'ensemble de ses obligations et à défaut de les respecter, on s'expose à un risque juridique.
Ouais, merci Lorraine pour toutes ces précisions. Donc vous voyez les raisons pour lesquelles nous vous recommandons encore la plus extrême prudence par rapport à la conclusion de CDI Inclusion. Euh, Moi, je ne pense pas, là, on est arrivé au bout des discussions avec la DGFP hein, et avec les services juridiques du ministère. Je ne pense pas qu'ils vont arbitrer. D'abord parce que d'une certaine manière, ils ne le peuvent pas, puisqu'il n'y a jamais eu de jurisprudence. Et c'est pas eux qui doivent arbitrer, c'est les prud'hommes et éventuellement la Chambre sociale de la Cour de cassation qui serait saisie d'un éventuel recours. Donc vous voyez bien que tout ça, pour l'instant, s'agissant d'une nouvelle disposition qui a été créée en 2020, il n'y a pas eu de recours. On n'a pas de jurisprudence, donc personne ne va pouvoir s'engager en disant c'est blanc ou c'est noir. Donc en fait là-dessus, je vous le dis comme je le pense, la seule manière d'obtenir une clarification et du coup de rendre réellement opérationnel ce que nous souhaitons objectivement dans l'intérêt des salariés, le CDI inclusion dans les AI, là pour le coup, c'est effectivement de passer par une précision par la loi et que donc un prochain texte de loi vienne préciser les articles qui ont créé le CDI inclusion et précise que dans le cadre des associations intermédiaires, le CDI inclusion peut s'exercer de la même manière que, en gros, vous exerciez aujourd'hui vos contrats de mission avec le CDDU. Voilà. Et donc, de manière dérogatoire, être exclu d'un certain nombre d'obligations qui sont liées au CDI. On touche quand même au contrat ciment du droit social. Hein. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose qu'on fait avec prudence et modération. Mais je ne pense pas du coup que le CDI inclusion pourra être utilisé de manière importante dans les AI tant qu'on n'aura pas eu cette précision législative qui, je le redis, pour l'instant n'est pas même pas programmable puisqu'on n'a pas de texte annoncé sur le travail. Voilà. Je vous propose peut-être qu'on passe peut-être aux questions donc, qui ont été posées dans le chat. Donc Delphine nous pose une question, enfin nous fait une remarque en nous disant, en ce qui concerne le Sud Ardennes, il faudrait que vous nous précisiez, Delphine, si vous êtes dans les Ardennes ou si le Sud Ardennes, c'est dans un autre département que les Ardennes. Je suis désolé, je ne suis pas un grand spécialiste du nord-est de la France, donc il faut que vous me précisiez cela. Les renouvellements sont de 4 à 6 mois max. Rares sont les renouvellements de 1 an. Les salariés qui sont à la suite du pass se retrouvent demandeurs d'emploi sans être suivis dans l'emploi. Où est la bienveillance? Donc effectivement, ça n'est pas, clairement pas, ce qui est annoncé et ce qui doit être mis en œuvre. Donc les prescripteurs sont libres de faire des renouvellements pour 4 à 6 mois, mais ça n'a guère de sens, franchement, compte tenu de ces populations. Donc là, ce qu'il faut, c'est arriver à argumenter avec eux pour leur préciser que dans l'attente d'une flexibilisation des embauches en AI qui est en cours de négociation avec le ministère, évidemment, ça ne sert à rien de se reposer la question dans 4 mois. On aura exactement le même débat et exactement les mêmes arguments. Donc ça n'a strictement aucun sens. Ça, c'est vraiment une manière, j'ai envie de dire, de compliquer les choses inutilement. Donc, si vous pouvez nous préciser quel est votre département, et là encore, du coup, entrer en contact. Alors, j'embraye déjà sur la question suivante. Ceux qui doivent en priorité faire les contacts avec les correspondants régionaux IAE de France Travail, ce sont les délégués régionaux. Donc, sur la région Grand Est, on a une UNAI régionale. Vous pouvez effectivement transmettre dans un premier temps la situation qui vous concerne à l'UNAI Grand Est. L'UNAI Grand Est prendra la tâche de la personne qui suit l'IAE sur la région Grand Est chez France Travail. On essaiera rapidement d'identifier. Pour ça, il faut qu'on sache dans quel département vous êtes. Donc, il faudrait nous le préciser. Et du coup, donc, je passe sur la question, enfin sur la remarque de Maud, hein, qui rappelle à ces AI, à toutes les AI d'Auvergne-Rhône-Alpes, qu'ils ont eu un travail préalable avec France Travail. Et donc, si vous avez une difficulté dans un des départements ou dans une agence d'un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous contactez l'UNAI Auvergne-Rhône-Alpes, vous contactez Maud ou Laurine pour lui faire part de vos difficultés. Alors ensuite, on a Marion, donc, qui est dans le Gers, qui nous dit, dans notre département, c'est la personne de la DRETS qui valide ou non la prolongation des passes. Alors ça, c'est pas du tout ce qui est prévu. Clairement, ce n'est pas ce qui a été prévu. C'est pour ça qu'on vous a remis les étapes telles qu'elles ont été fixées. Les prolongations de passe, ce ne sont pas les représentants de l'État qui les font. Ça, doit être très clair. Ce n'est pas la DETS ni la DRETS qui fixent les prolongations. Ce sont les prescripteurs. Et la DETS et la DRETS ne fait pas partie des prescripteurs. Donc là, typiquement, dans le Gers, il faut que vous nous fassiez un message rapidement pour nous signaler ce qui se passe.
et on va saisir, donc là, il n'y a pas d'UNAI régional en Occitanie pour l'instant, donc on va saisir immédiatement les correspondants France Travail, mais surtout on va saisir la DGFP, parce que là, en l'occurrence, c'est la DRETS qui est en dehors des clous. Donc non, les demandes se font par la plateforme, et la plateforme, la DRETS n'y a pas accès, hein. Enfin, elle peut la consulter, mais elle n'a pas accès aux écrans. Les écrans, ils arrivent, donc je peux le rappeler, si vous voulez, dans le pas à pas, mais vous l'aurez de toute façon sur le site de l'UNAI. On mettra le document en consultation, le document qu'on a présenté en consultation, et il est ouvert à toutes les AI, y compris celles qui ne sont pas adhérentes de l'UNAI, puisqu'on avait voulu ouvrir aujourd'hui ce séminaire à toutes les AI. Vous aurez accès au document qui vous rappelle le pas à pas. Et dans le pas à pas, il est clair que toutes les demandes sont orientées vers un prescripteur. D'ailleurs, vous choisissez le prescripteur de votre choix, notamment, par exemple, si c'est une agence de France Travail, vous l'envoyez vers une agence de France Travail, vous l'envoyez même vers une personne de cette agence, puisque vous avez besoin d'une adresse de mail pour envoyer la demande. Donc, c'est bien une personne, intuitu personae, qui va recevoir la demande dans une agence définie. L'adresse n'a pas à intervenir dans ce processus. Donc là-dessus, vous passez outre, enfin, vous nous faites part quand même de ce qui est écrit, notamment si vous ont écrit des choses. C'est toujours bien, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Vous nous faites passer les mails ou les notes qu'ils ont pu vous transmettre, mais vous faites la procédure comme si de rien n'était via la plateforme, sans tarder. Alors, donc, Muriel, qui est aussi dans le sud-ouest, si je ne m'abuse. Nous concernant, nous devons d'abord faire une demande par mail à la DRETS avec une copie à l'équipe IAE avant de faire la demande sur la plateforme. Bon, alors, je suis désolé, ça n'est absolument pas la procédure qui est retenue. Donc là, je vais vous demander vraiment de me transmettre les instructions qui ont pu vous être transmises, parce qu'on fera un rappel à la DRETS d'Occitanie sur le fait que ça n'est absolument pas la procédure qui est prévue pour les renouvellements de passe. Donc, Nathalie, dans les Côtes-d'Armor, nous dit que les demandes se font directement avec les prescripteurs. Les prolongations sont de manière générale d'1 an. Ça se passe bien dans les Côtes-d'Armor. Alors, de notre côté, donc je ne sais pas qui écrit la LE, je ne sais pas qui c'est. Ah, oui, Laura, pardon. Laura, en Alsace. De notre côté, des conseillers France Travail qui mettent la pression à certains de nos salariés pour les sortir de l'AI et non poursuivre les missions chez nous. Je ne sais pas, sortir des salariés, si c'est pour leur offrir un travail à temps plein et qu'ils peuvent l'occuper, c'est une bonne chose. Si c'est leur interrompre l'émission pour qu'ils soient au chômage, c'est une mauvaise chose. Enfin, voilà, les choses sont aussi simples que ça, quoi. À un moment donné, de deux choses l'une. Ou bien la personne, elle est réellement employable. Et là, de fait, si elle peut occuper un emploi à temps plein, si elle peut occuper un CDD ou un CDI chez un autre employeur, c'est logique que France Travail le lui propose. Si la personne, je le redis, est dans les cas qu'on a évoqués, donc d'indisponibilité personnelle, je ne vois pas très bien quelle alternative on a à lui proposer. Si, le travail au noir. Donc voilà, si Oui, c'est ça que voilà. France Travail. Oui, pour apporter un petit peu une précision, oui, on est d'accord, effectivement, si c'est pour mieux, bien sûr on va la sortir de l'AI, mais là, c'était pas le cas. Comme dit, c'est une personne qui a 56 ans, qui a des indisponibilités, bref, qui a tout un tas de raisons d'être chez nous, j'ai envie de dire, et sa conseillère, simplement, lui met la pression, mais elle endort plus la nuit, vraiment, pour trouver un travail à temps plein, mais qui n'est pas du tout sur son secteur, enfin voilà, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle peut et aimerait faire actuellement, quoi. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est pas sur tous nos salariés, c'est vraiment quelques conseillers qui font ça avec quelques salariés de l'AI, quoi. Bon. Là-dessus, je pense qu'il faut rester dans une logique de bon sens, je le Ah oui. redis, c'est faire prévaloir l'intérêt du salarié en premier lieu. Si effectivement le salarié, pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont parfaitement légitimes, on n'a pas à juger, préfère continuer en AI, alors qu'il aurait la possibilité de prendre un CDI ou un CDD, mais effectivement que ça l'oblige à faire du transport, etc., que ça ne convient pas à son organisation, à son mode de vie personnel, c'est son choix. Il y a un Oui, moment c'est ce donné, que je il pense aussi, n'appartient mais du coup, pas. il y a un petit peu des mesures de radiation derrière où ils leur disent clairement, si vous venez pas aux convocations, etc., si vous répondez non aux offres, voilà, il y a possibilité d'être radié, alors que cette dame-là perçoit quand même un complément de France Travail actuellement. Donc, c'est ça qui est embêtant, hein. Et je me suis retournée vers le directeur avec qui on s'entend bien à la base, hein. Donc, mais bon, là, pour le coup, il est dans le sens de sa conseillère, quoi.
Bon, ça fait partie des cas particuliers, des cas Ouais. personnels qu'il faudra effectivement examiner, je dirais, localement, comme Oui, vous voilà, l'avez mais dit. Mais typiquement, l'évolution réglementaire que nous appelons de nos voeux doit permettre de résoudre dorénavant ce problème. Puisque dans ces cas-là, alors par contre, la personne, effectivement, dans ces cas-là, n'aurait plus son pass IAE, on n'aurait plus ses contraintes. Après, la question, effectivement, du maintien de son inscription chez France Travail va se poser, parce qu'on peut considérer aussi que, effectivement, si la personne choisit de continuer sur des contrats de mission alors qu'elle aurait la possibilité de prendre un poste à temps plein, et dans ces cas-là, il n'est pas illogique que les indemnités chômage soient interrompues, parce que le système de l'indemnité chômage ne sert pas à ça. Voilà, donc ça, voilà, c'est une situation un peu complexe, je dirais, hein, mais on va avoir de toute façon des situations personnelles comme ça à examiner. Donc ensuite, Marion nous demande, est-ce qu'il y a des instances partenariales où les demandes de prolongation peuvent être argumentées et validées ou non par un collège de partenaires et non par une personne? Non, en fait, ce qui est prévu, c'est bien effectivement la transmission de votre demande de prolongation avec votre diagnostic, qui doit être argumenté. Donc, je le redis, ne cochez pas qu'une seule case dans le diagnostic, cochez un certain nombre de cases pour montrer que la personne a de nombreuses difficultés, et ensuite justifier dans un mail de la nature de ces difficultés, des raisons personnelles qui vous amènent à demander la prolongation. Après, vous pouvez contester si la demande est refusée, et puis, comme on l'a dit, vous pouvez solliciter un autre prescripteur, que ça soit une autre agence de France Travail ou bien un autre prescripteur. Moi, je conseille plutôt d'aller vers un autre prescripteur pour expliquer, voilà, quelle est la situation particulière. C'est le cas qu'on évoquait précédemment, une situation particulière d'une dame qui est dans une situation comme ci, comme ça, voilà. Alors, elle me dit, les Ardennes sont réparties sur 2 zones nord et sud. D'accord, mais donc on est bien dans le département des Ardennes, Delphine, vous me le confirmez. D'accord. Ok. Dans le Lot-et-Garonne, tout se passe bien. Bon, ben ça, c'est la Nouvelle-Aquitaine, très bien. Dans le 22, ça se passe bien. Avec les CCAS, par contre, certains conseillers France Travail menacent des salariés de passer en commission pour faire annuler la prolongation faite par un CCAS. Alors non, c'est absolument pas possible, hein. Là, ils sont gentils, France Travail, mais ils n'ont pas encore ces droits-là. Tous les prescripteurs ont les mêmes droits. Et je rappelle, la décision d'un prescripteur de prescrire un pass IAE n'est pas soumise à contrôle. Il est libre de sa décision, il n'a pas à en justifier auprès de qui que ce soit. Donc ni auprès de France Travail, ni auprès de la DETS. Les prescripteurs, on leur a confié une responsabilité, d'ailleurs si on leur demandait leur avis, mais maintenant on ne va pas la leur retirer. Donc un CCAS qui décide effectivement qu'une personne, compte tenu de sa situation particulière, doit être placée en parcours IAE, ça peut être un étudiant par exemple, hein, et ben aujourd'hui il a le droit de le faire et personne ne peut revenir là-dessus. Donc la réponse est non. On ne peut pas revenir là-dessus et c'est France Travail n'a pas de droit on va dire, de supériorité par rapport aux autres prescripteurs. C'est un prescripteur comme les autres, même si c'est le principal prescripteur, que je le redis à 90%, c'est eux qui aujourd'hui traitent les demandes. France Travail évoque le temps déjà effectué dans l'AI. Est-ce que ce n'est pas un objectif d'y rester sans avoir un emploi stable à proposer? France Travail a des directives que les référents doivent suivre pour atteindre leur objectif. L'humain n'est plus une priorité. Oui, bah oui, évidemment, effectivement, on voit bien, on est dans une machine. Mais je le redis, ils ont une connaissance très éloignée de ce que vous faites et encore plus éloignée des difficultés que connaissent les personnes dont vous vous occupez. Donc ça, c'est un débat qui se déroule aussi à un autre niveau aujourd'hui, au niveau du Conseil national pour l'emploi, sur la manière dont un certain nombre de structures délégataires, dont les structures de l'IAE, vont pouvoir être chargées d'être les référents, donc à la place de France Travail, pour être clair, pour des situations particulières. Donc ça, c'est un sujet qui est en débat. D'ailleurs, pour tout vous dire, en même temps que ce rendez-vous juridique, je ne pouvais pas y aller du coup, et j'ai demandé à Aude d'assister et de représenter l'UNAI dans cette réunion. On a une réunion de la commission inclusion du Conseil national de l'emploi, où précisément on va parler de ça. Donc ce matin, vous voyez, on est en réunion là-dessus. L'idée, c'est donc bien que pour tous ces cas, on va dire, difficiles, qui n'est pas le gros des troubles dont s'occupe France Travail et pour lesquels France Travail n'a pas la connaissance des situations individuelles ni des solutions, on délègue le mandat de référent
à une structure et ça pourra être votre AI dans le futur. Donc ça, c'est des sujets qui sont en discussion, mais effectivement, pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé jusqu'à toutes les agences de France Travail. Bon, dans les Yvelines, ça se passe bien, et ben, je m'en félicite. Les CCAS, ça se passe bien. Bon, on a, je crois, des retours positifs. Alors, Hortense nous dit, France Travail évoque parfois la dépendance des salariés envers l'AI, dépendance dans laquelle nous les maintiendrions. Oui, évidemment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les AI seraient des esclavagistes des temps modernes qui feraient travailler des personnes de manière quasiment forcée. Bon, voilà, on voit bien qu'on est dans la caricature, dans le préjugé. Donc, je pense que pour beaucoup, cela est lié à une méconnaissance de la manière dont travaillent les AI et des publics dont s'occupent les AI. Donc ça, c'est, je dirais, notre travail à tous, à vous, mais aussi à nous, de diffuser dans France Travail, d'organiser des réunions, de faire des échanges en visio pour présenter votre activité, de bien rappeler comment ça fonctionne, voilà, de donner des cas particuliers pour qu'on puisse mettre des personnes derrière des situations. Mais évidemment, voilà, c'est pour faire face à ces préjugés qu'on va aussi demander de flexibiliser le dispositif. Voilà, et ça se passe bien en Touraine, et ben, je m'en félicite aussi, bravo. Voilà, il n'y a plus de questions dans le chat. Ça se passe bien dans le Puy-de-Dôme. Bon, il y a des tas d'endroits où ça se passe bien. En général, comme on dit, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Globalement, j'ai le sentiment que ça se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, on voit bien que. Alors, si vous voulez, je vais peut-être partager mon écran pour vous montrer rapidement le suivi du pilotage. Si j'arrive à le mettre. Alors, j'ai pas le bon écran du coup. Attends, excusez-moi, je vais essayer de vous mettre. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je vous projette là. Ton agenda. Ah ouais, c'est pas bon alors. Donc, c'est pas celui-là que je voulais vous projeter. Là, vous avez un kangourou, mais il est joli, hein, vous voyez. Mais c'était cet écran-là que je voulais vous projeter. Alors, attendez, je vais le changer, je vais le remettre sur mon deuxième écran. Voilà. C'est bon, vous le voyez? Ouais. Ok. Donc, sur le pilotage de l'inclusion, vous avez donc des statistiques publiques. On est donc bien sur ces statistiques publiques. Quand on va tout en bas des statistiques publiques, on arrive sur les demandes de prolongation. Donc, vous cliquez sur le tableau de bord. Là, ce qui est important, c'est de bien sélectionner dans les types de structures AI et de prendre la reprise de stock AI. Voilà. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, on a le fameux tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit les 4880 passes qui viennent à échéance sur les derniers jours du mois de novembre. Voilà. Et ce nouveau pic de 3200 qui vient donc sur la semaine du 24 au 30 novembre 2025. Si on va ensuite, et donc là, vous pouvez faire un tri pour votre département ou pour votre région. Donc, vous avez la possibilité de visualiser les choses. Si on va ensuite sur l'onglet suivi des prolongations, qui est ici, alors là, ce que je recommande de faire, c'est de mettre un filtre, parce que sinon, on reprend tout l'historique depuis 2023. Donc là, ça ne va pas marcher. Donc, ce que je mets, moi, c'est, je mets des dates précises. Et donc là, je vais mettre, par exemple, depuis, on va dire, le 1er septembre 2024 jusqu'au. Aujourd'hui, on est le 14 novembre. 14 novembre, j'ajoute un filtre, voilà. Donc le filtre a bien été pris, 1er septembre au 14 novembre. Et voilà donc en fait quelles sont les demandes de prolongation. Donc on a eu 3914 demandes au cours de la période qui ont été transmises, qui se répartissent en 3 États. Donc 3330 demandes acceptées, 111 demandes refusées. Donc ça nous donne un taux, on va le voir en dessous. Le nombre de dossiers à traiter qui ont été déposés mais qui n'ont pas encore été statués. Et puis ensuite, donc, les motifs de prolongation. Donc les 50 ans et plus, c'est quand même la majorité, on le voit bien, à près de 68%. Donc on voit bien qu'on fait quand même aujourd'hui appel aux prolongations pour des personnes qui ont plus de 50 ans, des seniors, ce qui pose quand même la question de l'emploi des seniors dans la société, hein, plus fondamentalement. Hein.
Donc, à un moment donné, aux gens de France Travail qui vous disent vous maintenez les personnes en situation de dépendance, il faut leur envoyer la balle en leur disant, mais le problème, c'est que les seniors aujourd'hui ne trouvent plus d'emploi dans l'activité économique classique. Bon, après, on a donc les autres demandes, les difficultés particulièrement importantes, les RQTH quand même. Donc, on a 3895 demandes qui ont été envoyées. On a un délai moyen de traitement de 6 jours. Donc, vous voyez qu'on est dans un délai raisonnable. On en a quand même quelques-unes qui ont plus de 30 jours, mais enfin, vous voyez, 21. Donc, il y en a quand même très peu qui sont des demandes anciennes. On a 2,85% de refus. On est pour l'instant sur des taux inférieurs à ceux de l'année dernière. Donc, c'est pour ça que je considère globalement que ça se passe bien. Sinon, on n'aurait pas ces taux sur les demandes qui ont été transmises. Et puis voilà, on a un certain nombre de demandes qui ont plus de 30 jours qu'il faut non, pardon, les demandes qui ont été traitées en plus de 30 jours. Ça, elles ont été traitées par la suite. Et puis là, vous avez ensuite donc le tableau qui vous donne, et puis un certain nombre d'autres graphiques en dessous qui vous permettent, par exemple, de voir les raisons pour lesquelles les demandes ont été refusées. Donc la première raison, c'est l'IAE ne correspond plus aux besoins de la personne. Donc bah, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. On peut l'embaucher autrement. Deuxième raison qui vient, la durée de prolongation demandée ne correspond pas. Et puis la troisième demande, c'est là on est sur le motif n'est pas adapté à la situation du candidat. Voilà. Donc n'hésitez pas, et on voit bien que France Travail aujourd'hui représente encore 85%. Donc vous voyez, comme je vous le disais, les CCAS montent, ils sont maintenant à près de 8%. Donc une évolution assez significative par rapport à l'année dernière. Il y avait moins de CCAS. Et puis on a l'ensemble des autres prescripteurs ici de manière plus marginale avec des taux beaucoup plus bas aux alentours enfin inférieurs à 2%. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter ces graphiques. Et puis on voit aussi, par exemple, donc, vous savez, comme l'avait dit Lorraine, que vous avez deux situations dans lesquelles vous pouvez valider directement des demandes de prolongation. Donc, c'est les CDI inclusion et les fins de formation. Bon, des CDI inclusion, il y en a eu 11. Voilà. 11 CDI inclusion qui ont été conclus. Donc, on voit bien que c'est totalement marginal et qu'aujourd'hui, ça ne permet pas de répondre à la situation, notamment des personnes de plus de 57 ans, dont bon nombre se retrouvent dans le graphique qu'on a vu juste au-dessus, avec une proportion très très importante de personnes de plus de 50 ans. C'est super bien fait, hein. Voilà, donc globalement, Mm. ces tableaux sont effectivement très bien faits. Je le redis, ça permet d'avoir la maille d'un département. Je sais pas, on peut prendre un exemple. On avait parlé du Gers. Allez, tiens, je vais prendre le Gers, parce que visiblement, ils n'ont pas l'air gentils chez vous. Donc, si on prend le Gers, par exemple, voilà. Ah, je ne suis pas sûr que non, là, ça n'a pas été pris. Attendez, excusez-moi, il faut aller en bas. Le GRC 32, c'est ça? Je ne me trompe pas. Voilà. Donc il faut ensuite aller valider tout en bas. Voilà, ajouter un filtre. Tac. Voilà, donc là, normalement, le tableau est mis à jour sur le GERS. Et on va avoir de la même manière, il y a 9 demandes de prolongation qui ont été transmises sur le GERS. Donc vous n'en avez pas beaucoup, effectivement, mais bon, en même temps, si on vous dit qu'il faut d'abord demander à l'adresse, je comprends. Donc faites-le tout de suite, sans tarder, dans le GERS. Vous faites vos demandes sur la plateforme comme c'est demandé. Et puis voilà, donc de la même manière, on a exactement les mêmes tableaux, mais donc à l'échelle de votre département. Voilà, bon, je vais pas poursuivre. Donc juste peut-être pour remettre en tête le document. Alors attendez, là aussi je vais le ramener parce que du coup vous voyez. Voilà. Donc voilà le document qui a été projeté par Lorraine.
On vous remet donc l'intégralité dans ce document de la procédure. Donc, vous vous loguez sur la plateforme de l'inclusion, vous rentrez les coordonnées de votre AI avec vos identifiants, ceux que vous utilisez pour faire les passes IAE. Vous allez bien sûr prolonger l'agrément. Vous rentrez le numéro du pass concerné. Vous allez accéder au profil du salarié. Donc là, vous vérifiez que toutes les informations sont bien correspondantes. Et puis, vous allez cliquer donc sur « Demander la prolongation ». Et donc là, vous avez les deux motifs automatiques dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, le motif que vous allez sélectionner. Donc, bon, si on sélectionne 50 ans et plus en cliquant là-dessus, voilà, vous le faites. Vous allez demander une prolongation d'1 an. Vous devez ensuite donc transmettre cette prolongation à un prescripteur. Donc c'est là où vous allez rentrer. Là, on a mis une adresse de Pôle emploi, mais ça peut être aussi un CCAS ou autre. Vérifier l'email, ça ne marche qu'avec les agences de France Travail. Je ne crois pas qu'ils aient pu renseigner les autres adresses. Vous transmettez donc ensuite le diagnostic. Donc je vous le redis qu'il faut le remplir le plus précisément possible. Donc le petit document Excel. Vous le joignez et une fois que c'est joint, voilà, la demande a été transmise. Voilà. Donc ce pas à pas, vous voyez bien qu'il ne fait pas intervenir les DRETS aucunement. Et si vous devez aller dans la plateforme de l'inclusion et vous ne tenez pas compte des oukases que vous posent les DRETS, et surtout, je le redis, vous nous faites passer les éventuelles instructions que vous auriez reçues en ce sens, de manière à ce qu'on puisse demander à la DGFP de remettre de l'ordre dans les services de l'État. Voilà. Voilà, je vais arrêter le partage en espérant vous retrouver. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur ce sujet ou sur un autre sujet d'ailleurs, hein? Alors, juste, oui, petite information, on a mis une information sur le site de l'UNAI hier soir pour annoncer que les aides au poste allaient être revalorisées à compter du 1er novembre. Alors, vous me direz, bon, vu l'aide au poste qu'on touche dans les AI, c'est pas ça qui va changer la face du monde, malheureusement. Mais c'est quand même toujours bon à prendre. Comme vous le savez, le SMIC a été augmenté de 2% au 1er novembre. Et d'ailleurs, sur la paye de ce mois-ci, vous allez devoir du coup bien faire passer cette hausse du SMIC, ne l'oubliez pas. L'aide au poste correspondante va, pour les mois de novembre et décembre, être réévaluée également de 2%. Donc l'arrêté n'est pas encore publié, mais il est en cours de finalisation. Et le ministère nous a bien confirmé donc, que les aides au poste seraient revalorisées. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez à notre engagement et à notre plaidoyer commun, à l'ensemble des réseaux. On s'est beaucoup battu, particulièrement les chantiers d'insertion, parce que pour eux, ça a un impact très lourd, puisque théoriquement, à partir de cette année, normalement, il n'y avait plus d'indexation automatique des aides au poste sur le SMIC. Et ça pouvait, bon, l'inflation s'est réduite, donc les hausses ne sont pas très élevées, mais enfin déjà 2%, plus 2%, plus 2%, ça peut très vite faire moins 6% d'aide au poste, pour être très clair. Donc ça, il était hors de question que ça passe. On s'est beaucoup battu là-dessus avec nos collègues au niveau de l'interréseau, et on a le plaisir d'avoir une réponse positive sur ce sujet-là. Après, il y a d'autres sujets dont je sais qu'ils vous préoccupent, notamment le crédit d'impôt immédiat, les baisses de charges. Bon, tout ça, c'est lié au débat sur le budget. Bon, je pense que vous faites comme moi, vous suivez l'évolution des péripéties du budget 2025 au Parlement. Mon sentiment est que ça va se terminer de toute façon par un 49.3. Qu'il n'y aura pas de majorité pour adopter ce budget et que donc le gouvernement décidera de retenir ce qu'il veut bien retenir. Et il semblerait, je parle au conditionnel, que pour ce qui est des allègements de charges, l'idée ne soit plus, comme ça avait été évoqué à un moment, de réduire ces allègements dès le SMIC, mais apparemment de le faire plutôt pour des salaires plus élevés. Bon, je ne sais pas quel sera le seuil qui sera retenu, mais comme les AI sont entre 1,14 et 1,16 SMIC en général, je pense que vous allez relativement peu être concerné par cette éventuelle mesure. Voilà. Alors, Annie Mouliade lève la main et je lui donne la parole du coup. Bonjour, merci. Donc moi, c'est hors sujet, si je puis dire. Mais, il n'y a pas d'hors sujet. C'est autre sujet.
des questions qui sont soulevées et du coup, je me dis, est-ce qu'on a tort? Est-ce que nous, les AI, on a la possibilité, le droit de faire travailler des personnes le dimanche, que ce soit en service à la personne ou autre? C'est pour du service à la personne, Annie, le travail travail le dimanche? Pour les deux. Ça peut être pour les deux cas de figure. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire travailler les salariés sur un autre jour, en fait? C'est la seule possibilité? En fait, là, oui, le dimanche, quand c'est hors service à la personne, c'est pour des sorties de containers. Et qui ne se font que le dimanche, quoi, du coup. Dans les bâtiments, ça se peut pas, les collectes se font le lundi matin et du coup, il faut les sortir la veille. Oui, ça pourrait être le cas aussi pour des personnes, par exemple, qui travaillent sur des nettoyages, sur les marchés, des choses comme ça, des remplacements de ce type-là. Ça peut arriver, effectivement. Alors, nous, moi, hors SAP, on le fait depuis longtemps parce que ça fait longtemps qu'on intervient dans ces immeubles pour sortir les containers les dimanches. Mais là, on m'a reposé la question, on m'a dit, mais est-ce qu'on a vraiment le droit? Et aussi pour le service à la personne, du coup, pour les deux. Bon, Lorraine a l'air silencieuse. Non, bah, en fait, sur le travail du dimanche, le dimanche, par principe, c'est une journée légale de repos, mais il y a des exceptions qui existent et qui peuvent amener le salarié à travailler le dimanche. Mais en fait, on parle de dérogation en fait, au repos dominical, et auquel cas, ces dérogations, elles sont soit des dérogations, c'est des dérogations administratives en fait, hein. Donc ça, c'est prévu par arrêté préfectoral, soit parce que c'est dans une zone géographique ou touristique, voilà, ou effectivement, ça peut être après des dérogations qui sont liées aux contraintes de production. Par exemple, les établissements de santé, bon là, nécessairement, il faut travailler le dimanche. Mais là, dans votre cas précis, quand même, je m'interroge sur cette possibilité-là, et surtout, c'est que le salarié peut refuser. Alors peut-être, c'est pas le souci dans votre cas, et le salarié est peut-être OK pour travailler le dimanche, mais je vois pas dans quel cadre, éventuellement, vous, ça s'inscrit, en fait. Il faudrait creuser un peu plus cette histoire de container, là. Bah, c'est pour sortir les containers à poubelle qui Ouais, vont être ramassés le mais... lundi matin, quoi. Ouais, d'accord, mais au nom de quoi il faut travailler le dimanche? Enfin, je vois pas dans quelle dérogation ça s'inscrirait, quoi. Quoi qu'il en soit, on fait attention à majorer ce temps de travail Oui, de bien sûr. 25%. Bien sûr, ouais. Moi, comme ça, avec Sabrupto, j'aurais envie de dire, compte tenu de comment fonctionnent les CDDU, de manière dérogatoire et toujours, là encore, dans l'intérêt du salarié pour lui permettre de remplir des missions et d'avoir le salaire correspondant, on est effectivement, quand ça n'est pas quelque chose de récurrent et de systématique, on devrait logiquement être dans une possibilité. Mais bon, on note la question, et du coup, le cabinet Ellipse va faire une recherche juridique approfondie et argumentée pour y répondre. Mais Donc vous sachant que aurez. la majoration, c'est pas obligatoire non plus, hein. Ça, c'est pareil, c'est une fausse idée, hein. On n'est pas obligé de majorer le travail du dimanche. Ah bon? Après, ça dépend de certaines Oui, bon, conventions collectives, etc. Mais vous, en l'occurrence, non, je ne pense pas. Mais sinon, on le fait en termes de reconnaissance parce que c'est quand même plus contraignant de travailler un dimanche, surtout à Annie, l'étranger. ce qu'il faudrait nous faire, c'est déjà nous transmettre il faut les. voir si ça rentre dans une dérogation, parce que si ça rentre pas dans une dérogation, à mon sens, le salarié ne travaille pas le dimanche, en fait. Voilà, il faudrait voir effectivement qui est l'employeur final qui demande ces mises à disposition, quelles sont les conventions collectives applicables. Si c'est par exemple des logements des bailleurs sociaux, il y a des conventions collectives qui s'appliquent. Il faudra qu'on regarde si effectivement ces conventions prévoient. Voilà, donc c'est un peu au cas par cas qu'on vous fasse une réponse précise. Et du coup, pareil pour les jours fériés, oui, oui, effectivement, on peut regarder. Mais donc Les jours fériés, c'est pareil, hein, sur le plusieurs paiement, on a personnes sont toujours... intervenues pour dire nous faisons aussi travailler des personnes le dimanche pour sortir des containers. Le bailleur paye double. Je pensais que c'était interdit chez les particuliers. Bonjour, dans le cadre du nettoyage de gîtes touristiques ou du centre aquatique, nous pratiquons aussi l'activité du dimanche avec majoration. On ne peut pas faire autrement. Oui, mais là, c'est gîte touristique, centre aquatique, voilà, peut-être ça rentre... Enfin, le tout est de savoir si ça rentre dans une dérogation, quoi. Je dis pas non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est oui, mais ça dépend. Et le SAP, c'est non le dimanche?
Le quoi? Pardon? Le SAP, le service à la Le personne. Ah, le service à la personne. À mon sens, non, le service à la personne le dimanche, non. Enfin, non. Non, il ne faut pas, c'est ça? Non, il faut pas, ouais, non. D'accord. Mais non, le travail peut être exécuté un autre jour de la semaine, quoi. Il n'y a pas d'obligation. Enfin, non. Bah, ça dépend, hein, la mamie, elle Oui. mange aussi le dimanche, hein. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Nous, Oui, Non, voilà, mais nous aussi, on Ouais. capte là ça. encore, Ouais. je suis désolé. Bah, il faut voir. Il faut voir. Si on Là, pour leur le dit coup, je qu'il peux faut pas. qu'elles jeûnent un jour par semaine, hein, les mamies, on va les perdre, hein. Non, mais sérieusement, hein. Mais sérieusement, c'est Euh, dans ce cas de figure, effectivement. Bon, moi, vous savez quoi? Ça me donne une idée. Je pense qu'on a trouvé un sujet à traiter lors d'un prochain rendez-vous juridique. Oui, Voilà, Ok, le travail le dimanche dans les AI. Voilà, vous voyez? Ça sert, hein. d'accord. Et autre À noter, sujet, Lorraine. Ouais. Ah, du coup, il y a autre plein de mains sujet. qui se sont levées, là. Je sais pas si c'est le travail du dimanche, mais d'un seul coup. Alors, Thomas, je vois. S'il vous Oui, plaît, encore, Ah, dernier pardon, sujet. Annie avait gardé la main levée, donc elle avait bien envie de reposer une question encore. Excusez-moi. Question pratico-pratique. Jusqu'à présent, on utilisait les grilles d'heures en 3 exemplaires faits par un imprimeur Lemel. Est-ce qu'on peut maintenant faire ces grilles d'heures sur papier blanc en un seul exemplaire? Est-ce qu'il y a des AI qui le font? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la Moi non question, plus. Annie. Le Vous support pouvez? papier. Le Oui, support papier de la grille d'heures, on oui, l'a en 3 exemplaires oui. Mais, autocopiants. C'est un imprimé qu'on achète chez un imprimeur. oui. Et là, ben, on voudrait réduire ce coût-là et faire simplement sur une feuille blanche. Bah, bon, à mon avis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le On faire. parlait Enfin, du une feuille. relevé d'heure, là, on est d'accord, c'est Oui, ça, le du relevé relevé d'heure. d'heure? Mhm. Oui, vous pouvez les imprimer vous-même et avoir Sur votre du propre papier modèle. Vous n'êtes rose, pas obligé bleu, de, quadrillé, on de s'en fiche. fonctionner avec un formulaire préétabli chez un imprimeur, mais vous pouvez aussi même dématérialiser. D'ailleurs, c'est une des solutions qu'on va vous proposer bientôt dans le cadre d'un nouveau logiciel métier dont on a déjà un peu parlé et que l'UNAI est en train de finaliser avec un prestataire et qui permettra justement de dématérialiser complètement les relevés d'heures. C'est-à-dire que là, on n'aura plus besoin même d'avoir du papier. Vous aurez une application sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur qui vous permettra de faire valider par le client, enfin un peu comme votre livreur de Chronopost ou d'Amazon vous fait signer l'accusé de réception de votre colis. Vous aurez la possibilité de la même manière de faire valider les heures par le client. Donc la dématérialisation, elle est possible aujourd'hui. Donc a fortiori, si la dématérialisation est possible, il n'y a rien qui fait obstacle à ce que vous ayez vos propres formulaires. Il n'y a aucune obligation de fonctionner avec des formulaires préimprimés et vendus. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez la traçabilité, effectivement, qui permette de justifier le cas échéant en cas de litige avec le client ou en cas de litige avec le salarié sur le nombre d'heures effectuées, de la réalité des heures et que ça soit effectivement paraphé par les trois parties. Ok, merci. Alors, Thomas aussi, oui. qui Je trépigne. rebondis sur le travail le dimanche et ça rejoint la question que je voulais poser, donc c'est super. Parce que nous, on adhère à la convention collective, c'est historique, famille rurale. Et le travail le dimanche est bien stipulé dedans. Donc on peut faire travailler le dimanche. On peut même Oui, oui. obliger le salarié à y aller. Oui. C'est juste qu'en effet, il y a une majoration qui est stipulée. Oui, mais Donc, tout ça attention, pour... il faut faire très attention à ce que je dis. Il y a le principe lorsque l'association intermédiaire n'applique pas de convention collective, ce qui est le cas pour la majorité d'entre vous, Oui, puisque vous n'entrez légalement dans aucun champ d'application, enfin l'activité de l'association intermédiaire n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective. Donc par principe, les AI oui. ne sont soumises à aucune convention collective. Néanmoins, à la marge, plusieurs d'entre vous appliquent de manière volontaire certaines conventions collectives et auquel cas on fait application des dispositions conventionnelles et auquel cas si la convention collective que vous appliquez prévoit une majoration pour le travail du dimanche, vous appliquez cette majoration. Oui, je crois pas avoir dit le contraire. Mais tout ça pour dire, ça rejoint une de mes questions, c'est qu'en fait, notre convention collective, elle va disparaître. Et je me posais la question, on se pose la question de rejoindre une convention collective, parce qu'on croit, c'est mon point de vue, je trouve que on croit que c'est mieux de ne pas en avoir. Moi, je pense que parfois, c'est quand même intéressant de pouvoir se raccrocher à une convention collective, notamment pour ce type de disposition.
pour l'organisation du travail qui peut correspondre à nos activités. Et donc, moi, ma question, c'était finalement aujourd'hui, est-ce qu'il y a une convention collective qui se rapproche, quelle est la convention collective qui se rapproche le plus de ce que l'on peut faire au niveau de l'AI? Alors, bonjour Thomas, bienvenue dans le cadre de notre nouveau groupe de travail sur Ah, l'étude des oui. conventions collectives, parce que justement, on va mettre en place un groupe de travail là-dessus. Ça fait quelques mois qu'on se pose la question. On s'est rapproché du CINESI, le syndicat national des employeurs des structures d'insertion, qui a signé la convention collective dite des ACI, mais qui aujourd'hui a été élargie pour pouvoir accueillir tout type de structure d'insertion. Et on va regarder au cours des prochains mois, ça fait partie des sujets que nous avons dans notre liste de tâches pour l'année 2025, les possibilités, les éventualités que les AI puissent rejoindre, au même titre que les chantiers d'insertion, cette convention, ce que ça impliquerait, les contraintes, et voilà, typiquement, on est sur un cas bien précis. Est-ce que la convention collective des chantiers d'insertion permet le travail le dimanche? A priori, j'ai plutôt l'impression que non, enfin, comme ça, à vue de nez, vu comment fonctionnent les chantiers d'insertion. Mais typiquement, voilà, ça fait partie des questions qui vont être soulevées pour qu'on puisse faire un comparatif entre la situation actuelle je dirais, d'absence de convention, donc le droit du travail ex abrupto. Quels seraient les avantages et les inconvénients à rejoindre une convention collective? Si c'est la convention collective des chantiers d'insertion, faut-il l'aménager, la moduler, sachant que c'est un processus qui prend du temps? Voilà, toutes ces décisions, vous voyez, ne sont pas des décisions qu'on va prendre comme ça au pied levé. C'est du travail de longue haleine, avec beaucoup de travail juridique derrière. En termes de droit social, il y aura évidemment un besoin de consultation de nos structures et puis d'explication de ce que ça impliquerait. Ça serait de toute façon décidé par le conseil d'administration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en revanche, et bon, les autres réseaux, je pense au Coras notamment, se posent un peu la même question, mais bon, ils ont moins avancé que nous sur le sujet, à ma connaissance. La question d'une convention collective, c'est que si on rejoint la convention collective des chantiers d'insertion, il est assez vraisemblable qu'elle devienne obligatoire. Et donc pour cela, il faudrait que l'ensemble des réseaux d'AI, donc en l'occurrence Coras, l'UNAI et la FAS, soient tous d'accord pour rejoindre cette convention, et elle deviendrait obligatoire. Donc voilà, il faut bien mesurer les choses. Ça ne sera pas une option à ce moment-là. Aujourd'hui, les chantiers d'insertion n'ont pas d'option. Ils sont obligés de rejoindre cette convention collective. Donc si on demande le rattachement des AI à la convention collective des entreprises, enfin, des structures d'insertion, c'est comme ça qu'elle s'appellerait à mon avis, ça deviendrait une obligation et il n'y aurait plus d'option. Et donc il faut vraiment qu'on pèse le pour et le contre de manière très attentive. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de négocier aussi en interne des accords collectifs d'entreprise pour pouvoir justement traiter un certain nombre de thématiques et appliquer des dispositions qui seraient plus favorables que la loi. Avec Voilà. votre Donc, CSE, en fonction de votre effectif, voilà donc aujourd'hui, les AI ont le choix de rejoindre une convention collective. Pour répondre à des questions qui ont été posées dans le chat, il n'y a aucune obligation. Du coup, ça offre une liberté, c'est-à-dire que comme Thomas l'a fait pour Partego, vous pouvez rejoindre une convention collective. Alors, par contre, elle ne va pas exactement être adaptée à vos besoins, c'est-à-dire qu'elle correspond peu ou prou. Et donc, il faut bien mesurer les contraintes que ça va vous créer. Mais vous n'êtes pas obligé d'y rentrer, puis vous pouvez en sortir aussi. Alors bon, c'est pas comme ça d'un claquement de doigts là non plus, hein. Il y a des consultations, etc. Mais aujourd'hui, c'est une liberté qu'ont les AI. Je vous le dis, il faut bien avoir conscience que si on s'orientait vers le ralliement d'une convention de référence, qui serait en l'occurrence celle des ACI, et qui devrait du coup être adaptée, ça ne sera plus une option, ça sera une obligation. Ça, c'est quasiment certain, puisque c'est la tendance du ministère du Travail de faire rentrer de manière obligatoire un maximum de branches professionnelles dans un minimum de conventions, parce que le but, c'est aussi de les regrouper. Par exemple, aujourd'hui, il y a une convention des régies de quartier. Est-ce qu'elle a vocation à perdurer? J'en suis pas du tout certain. Enfin, logiquement, à un moment donné, soit on les rattache aux conventions du bailleur social, soit on les rattache aux conventions des entreprises d'insertion, enfin des structures d'insertion.
Mais voilà, une convention pour les régies de quartier qui sont 100 en France, ça me paraît juste un luxe que l'État n'est plus en mesure de gérer, quoi. Voilà, tout ça, c'est les tendances de fond, mais ça prend du temps, ça ne se décide pas comme ça en quelques semaines ou quelques mois. Moi, c'est un dossier que je ne vois pas aboutir avant la fin 2025, début 2026, hein, pour être clair, voire même peut-être au-delà. Donc voilà, on n'est pas pressé, mais en tout cas, on va mettre en place un groupe de travail. Donc toutes les structures qui sont intéressées par ce sujet qui est quand même assez éminemment technique et sur lequel on aura absolument besoin de l'appui de nos juristes, parce qu'il faut vraiment comparer les droits existants, sont les bienvenus. Voilà. Peut-être on va prendre une dernière question puisqu'il est 11 heures. Olivia, qui a la Vous main levée. m'entendez? Et on vous Oui, entend très bien, on ne vous voit pas, mais on vous d'accord, entend. bonjour, pardon. Non, c'est parce que j'avais un doute avec mon casque. Du coup, rapidement, j'avais 2 questions. Je ne sais pas si c'est un thème qui pourrait être abordé plus tard. Je voudrais savoir s'il y a des AI qui signent des accords cadres avec des grosses entreprises. Parce que moi, en l'occurrence, j'avais des contrats MAD avec des grosses entreprises qui aujourd'hui me taclent en me disant on arrête tout, nous avons des accords cadres avec des entreprises de travail temporaire classiques. Voilà. Et je voulais savoir s'il y avait certaines des AI qui avaient déjà fait ça ou pas, et si on avait le droit légalement. Alors là, je peux vous répondre. Alors, plus que des AI, c'est la mission que s'est fixée l'UNAI. On a d'ailleurs recruté quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'elle vient de chez vous, des Yvelines, qui est Aude Amarurtu. Ah oui, mais je lui ai fait poser la question hier soir. Voilà. Voilà. Donc Aude a été recrutée entre autres, mais principalement pour entrer justement en négociation avec un certain nombre de grands donneurs d'ordre. Donc on en a déjà identifié toute une série avec lesquels des discussions sont engagées. On en a certains avec lesquels les discussions sont plus qu'engagées, puisqu'on va mener une opération pilote avec un grand donneur d'ordre qui est RTE sur la région Nouvelle-Aquitaine, sur une partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, l'idée, c'est bien de voir comment tout ça se met en œuvre et derrière, notamment, toute la technique. Comment est-ce qu'on fait déposer les demandes, comment est-ce qu'elles nous remontent, comment est-ce qu'elles arrivent à l'AI, comment est-ce qu'on a une traçabilité de tout le processus. C'est un peu, je dirais, la tuyauterie derrière est un peu complexe, mais l'objectif, il est clair. C'est effectivement l'UNAI veut pouvoir signer un certain nombre d'accords cadres avec des grands donneurs d'ordre, donc c'est des entreprises qui sont présentes sur l'ensemble du territoire. Oui, moi, Ces c'est avec accords cadres. Rail. Pardon? C'est avec Eiffage Rail, donc c'est tout le territoire. Oui, Eiffage, par exemple, les entreprises de BTP, les entreprises de concession autoroutière, Total Énergie, la SNCF, la Poste, j'en passe, c'est des meilleurs. Toutes les grandes entreprises publiques ou privées qui sont présentes sur l'ensemble du territoire national, ou même des groupes privés, je pense par exemple à Sodexo, mais qui sont présents dans de nombreuses cantines scolaires, par exemple. Voilà, on a passé déjà des accords avec. Oui. Voilà, vous le Oui, dans connaissez les bien. usines, on l'a déjà fait. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des accords qu'on signe, soit parce qu'on les a négociés au niveau national, soit parce qu'une AI l'a fait à l'échelon territorial, nous fait remonter l'information, et donc ensuite on voit comment est-ce qu'on peut étendre cet accord à l'ensemble du territoire national. Là, le but, c'est qu'il y ait effectivement par retombée des apports d'affaires dans vos structures par action de ces contrats de partenariat, de ces accords cadres avec des donneurs d'ordre. Donc oui, absolument, et c'est Aude qui est votre interlocutrice. J'ai fait remonter une info hier là-dessus justement, mais là légalement, en fait, mon client, je travaille depuis 10 ans avec lui, et tout d'un coup, j'ai un mail d'un responsable qui me dit non, vous n'avez pas d'accord cadre, on arrête de travailler. Eh ben, on va les contacter. On va les contacter, prendre contact avec Eiffage et puis leur dire, écoutez, il n'y a qu'à en signer un. Voilà. Pour l'instant, moi, j'ai dit, nous ne sommes pas une entreprise de travail temporaire, nous sommes une AI, ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas le même but, et puis historiquement, on travaille ensemble. Donc ça, c'était ma première question. C'est quand même une évolution vers laquelle il faut tendre. C'est-à-dire que même si, quand on s'adresse à des entreprises, je dirais que la distinction entre le TTI ou même le TT et l'AI, elle est liée au statut de la personne, et au profil de la personne. Mais globalement, la mise à disposition, elle est la même. Les règles qui régissent cette mise à disposition sont les mêmes. Les règles d'application du salaire de référence sont les mêmes. Donc, je dirais, on est tout à fait comparable. Donc, c'est légitime de la part du donneur d'ordre de vous comparer aux entreprises de travail temporaire, même si vous allez dire, oui, mais nous, en plus, on fait du social, on vous permet de remplir vos obligations RSE, etc. Donc, des arguments qui vont justifier du fait qu'ils fassent plutôt appel à vous qu'à une entreprise de travail temporaire classique, et puis qui vont aussi justifier à un moment donné du tarif que vous allez pouvoir produire.
parce que le but, c'est pas de tirer les prix vers le bas en ayant des mises à disposition qui ne permettent pas de couvrir les frais d'accompagnement. Il faut que ces frais d'accompagnement soient bien refacturés. Oui, mais pour le coup, pour Sodexo France, en fait, c'est eux qui revalorisent et on était au départ soi-disant plus cher que l'accord 4 qu'ils avaient avec Adecco et au final, eh ben, ils ont augmenté le tarif et ils l'augmentent tous C'est les pas un jours. accord qui a été Il y a des négocié par choses, voilà. l'UNAI national, donc on va le Non. reprendre. Je pense qu'il n'a pas été très bien négocié, pour tout vous dire. Mais voilà, on va le reprendre. Mais Ah bah, il est effectivement, ça fait plutôt. partie des Oui, je discussions qui pense sont pas en qu'il cours. soit mal négocié, hein. Ça fait vivre beaucoup d'AI dans le 78 quand même. Oui, oui, oui. Et Vous aviez après, d'autres questions, peut-être? Oui, et ma deuxième question, c'était tout à l'heure, je vous ai entendu parler de CSE et j'avais posé la question il y a un long moment et je n'avais pas eu la réponse. Est-ce que les salariés non permanents sont comptabilisés pour ouvrir ou pas un CSE, enfin pour avoir un Ah, mais CSE oui, bien obligatoire? sûr. Alors là, je vous renvoie, Olivia, vous nous avez rejoint il n'y a pas très très longtemps, donc vous n'avez peut-être pas participé effectivement aux rendez-vous juridiques qui ont traité de la mise en place des CSE. Vous y avez accès, donc vous avez toutes les présentations qui se trouvent sur le site de l'UNAI, qui sont donc historiques, hein, et vous pouvez faire une recherche sur CSE, vous allez voir qu'il y a beaucoup de présentations sur les rendez-vous juridiques qui ont été faites là-dessus. Mais oui, bien entendu, alors on va pas ouvrir le débat là maintenant, parce que sinon on va Non, c'était largement juste à exploser vous. Voilà. le timing. Mais oui, bien sûr, vous devez prendre en compte les salariés au prorata du temps travaillé dans le calcul de l'effectif social de l'entreprise. Je vois que la juriste opine du chef, donc ça J'ai va. vu qu'elle. Et les pouces? J'ai suivi les rendez-vous juridiques. Oui, bien sûr, ça serait, j'allais dire, ça serait trop facile, puis ça serait trop injuste surtout. Non, non, bien sûr, l'idée du CSE, c'est bien de prendre en compte l'ensemble des salariés, d'avoir une augmentation. Alors, bon, on s'est adapté ou pas aux structures d'insertion en général et aux AI en particulier. On sait bien que c'est très complexe. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, ça produit à peu près les mêmes effets avec des constats de carence de candidats. Mais oui, oui, vous devez prendre en compte et vous êtes soumis aux mêmes règles que les autres structures de plus de 11 salariés pour la mise en place des CSE. Merci Mais je beaucoup. vous le redis, pour ça et pour le reste d'ailleurs, hein, alors le site UNAI est comme il est, hein, et vous savez on n'en est pas forcément très satisfait. On travaille actuellement donc sur une mise à jour, enfin pas une mise à jour, une refonte complète du site. Donc on a un nouveau site de l'UNAI en ligne qui devrait voir le jour début 2025. On y travaille activement. On a une réunion là-dessus encore demain. On essaiera d'avoir, pour les nombreux documents qui se trouvent sur le site de l'UNAM, ils sont parfois un peu compliqués à trouver, un modèle, comment dire, un outil d'indexation et de recherche qui sera un peu plus simple d'utilisation. Mais si aujourd'hui vous tapez rendez-vous juridique, par exemple, dans les ressources sur le site de l'UNAI, donc qui sont accessibles à tous les adhérents une fois qu'ils sont connectés avec leur code adhérent, vous avez toute la liste des rendez-vous juridiques qui vont apparaître. Alors, peut-être pas exactement dans le bon ordre parce qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent, mais globalement, on arrive à retrouver. Pareil, si vous tapez CSE, vous allez avoir pas mal de documents qui vont remonter, dont les fameux rendez-vous juridiques qui ont traité de ces questions du CSE. Voilà. Merci En beaucoup. complément, pendant que vous échangiez, j'ai ouvert mon code du travail et comme je vous le disais, donc le travail du dimanche, par principe, c'est non sauf exception et savoir si ça s'inscrit dans le cadre d'une dérogation, soit de plein droit, soit une dérogation préfectorale. Et le service à la personne est une dérogation de plein droit. Donc effectivement, je vous le confirme, le travail du dimanche auprès des mamies, c'est possible. Voilà. Voilà, donc je Et si reviens vous sur voulez le. l'article, c'est l'article R3132-5. Voilà. R3132-5. Donc, Et il y a la Sandrine, question de... dans les Landes, ça ne devrait pas être interdit. Voilà. Et on va vous le dire lors du prochain rendez-vous juridique auquel je vous convie. Alors, peut-être pas le prochain, on verra, mais en tout cas, dans un prochain rendez-vous juridique qui va traiter du travail du dimanche. Allez, le dernier mot pour Thomas qui veut avoir le dernier mot. Et après, je vous propose qu'on clôture cette session. Oui, j'ai un cas, je suis arrivé en retard, je m'en excuse, et justement parce que j'avais un cas à gérer assez compliqué d'une salariée en CDDU qui a 70 ans, qui a 10 ans d'expérience chez nous. Évidemment, ça se passe moyen avec cette personne qui est moyennement contente quand on lui parle de ne pas renouveler.
son pass. Évidemment, vu qu'on l'accompagnait à la mise à la retraite, on ne l'a pas trop formalisé, notre accompagnement. Et aussi parce qu'elle refusait de signer beaucoup de choses. Voilà. Je me questionnais de la mise à la retraite forcée par Ouais, l'employeur. ouais, 70 ans, on peut, je ouais. crois. Mise Oui. à la retraite, ouais, c'est 70 ans, ouais. D'accord. Et elle est multi-employeur. Donc, on peut quand même, finalement, on ne se tient pas compte qu'elle a d'autres employeurs. On peut tout simplement l'informer qu'on on l'arrête avec elle. Ouais. OK. Et il y a un délai peut-être, je suppose. Enfin, on doit respecter un délai de Euh, prévenance. je l'ai plus en tête. S'il y a un préavis ou pas. Alors, on ne va pas répondre à ça maintenant, je pense. Thomas, petit mail à l'UNAI Ouais. pour nous donner le cas précis de madame et on apportera une réponse précise. Donc, je rappelle que quand vous avez des situations particulières comme celle-ci, pour lesquelles vous avez besoin d'un éclairage, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas le régler comme ça forcément en live lors de ces rendez-vous juridiques, c'est pas tellement le lieu non plus. On transmet donc à Lorraine et à ses collègues. Et vous avez des réponses qui vous parviennent et ces réponses, on les reprend dans les veilles juridiques bimestrielles que vous recevez. Donc, si vous regardez la dernière veille, on a remis un certain nombre de questions Mm. qui ont été posées au cours des 2 mois qui sont écoulés. Donc, n'hésitez pas. Alors, nous en envoyez pas non plus 50 000, hein, mais pour l'instant, le volume est tout à fait gérable. On peut répondre à des demandes particulières comme celle-ci. Ça fait partie des services que l'UNAI vous offre dans le cadre de votre adhésion. Voilà. Et sinon, pour Regardez aussi répondre, la les convention particuliers non collective, mamies sont Thomas. aussi concernés par le service à la personne. Ça ne Ah oui, concerne pas oui, que oui, les oui, oui, mamies. Il y oui, a ça les doit être papilles et mentionné, puis ouais. les autres aussi. Ouais, comme vous dépendez de la convention collective, déjà, elle est grattée dans la convention collective famille rurale sur des dispositions spécifiques dans le cadre d'une mise à la retraite aussi. Ok, bah, je vous fais un mail précis comme ça. Il y Voilà, a oui, plein parce que d'autres là, en questions qui l'occurrence, en voilà, découlent et pensez ouais, bien ça à marche. préciser les conditions. Effectivement, quand il y a des conditions collectives applicables, on va devoir se référer à la convention collective pour s'assurer, enfin, vérifier qu'il n'y a pas des règles spécifiques sur la mise à la retraite dans le cadre de cette convention collective. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se libère et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de semaine. Ne tardez pas surtout sur les demandes de prolongation et faites-nous remonter par mail avec le maximum de justificatifs. Je le redis, hein, quand vous recevez des choses étranges ou quand on vous dit au téléphone des choses étranges, demandez toujours que les gens vous les confirment par écrit, hein. C'est un réflexe à avoir. Je le redis, en général, vous allez voir que les mails n'arrivent pas comme par hasard, parce qu'en fait, on vous demande de faire des choses dont ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont pas le droit de vous les demander. Donc, vous leur demandez de vous confirmer cela par écrit, vous allez voir. Bon. Et puis, en attendant, vous réfléchissez pas, vous posez pas de questions, vous faites vos demandes sur la plateforme. Ça, c'est vraiment impératif, parce que, comme on dit, si vous ne demandez pas des prolongations, on risque pas de vous les donner, hein. Donc ne vous laissez pas impressionner parce que la dette, l'adresse, France Travail ou je ne sais qui pourrait vous dire. Les règles, on vous les a rappelées. C'est comme ça que ça doit se mettre en place. Et il faut vraiment, là maintenant, mettre le coup de collier pour que toutes ces demandes, donc les 5000 qui restent en stock, là, soient transmises, hein, impérativement au plus vite. Évidemment, si vous les transmettez dans les 2-3 derniers jours, vous n'aurez pas de réponse vous risquez de ne pas avoir de réponse pour le 30, hein. Donc, essayons au maximum de traiter le volume là dans les tout prochains jours. Vous n'avez pas à gérer les payes là cette semaine, donc allez-y, faites de la prolongation de passe. Terminez vos stocks de demandes par AI et puis n'hésitez pas à nous faire remonter si vous avez des demandes soit qui ne sont pas traitées, soit des refus, soit des choses un peu bizarres comme on en a entendu aujourd'hui. Voilà. Merci à vous Et et on se retrouve le 12 décembre prochain. voilà, j'allais dire un rendez-vous pour notre prochain rendez-vous juridique le 12 décembre prochain, comme l'a dit notre avocate, et puis peut-être le 12 décembre pour traiter du travail le dimanche, pourquoi pas? Maître, Avec plaisir. avec plaisir. Allez. Et on pourrait faire ça un dimanche même d'ailleurs, non? Ouais. Allez, donc rendez-vous Est-ce que le l'UNAI, le jeudi Major 12 décembre, et pas le dimanche, le jeudi 12 décembre à 9h30 pour travailler du travail le dimanche, les règles,
à respecter, les conventions collectives, etc., les exemptions, les dérogations. Voilà. Lorraine vous fera un topo là-dessus. C'est un sujet qu'on n'avait pas traité encore, effectivement. Donc, c'est bien. Et puis, n'hésitez pas à nous faire remonter toutes vos demandes et surtout aussi, je le redis, de passer par vos délégués régionaux dans les UNAI régionales pour qu'on fasse remonter à France Travail les éventuelles difficultés dans les tout prochains jours. Voilà. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Merci à tous.